Dans cet épisode, on va rentrer dans le détail d'une méthode d'analyse de risque. On va s'appuyer sur EBIOS Risk Manager, une méthode créée par l'ANSSI, l'agence de cybersécurité française. On va présenter ses caractéristiques et passer en revue ses différentes étapes. On l'appliquera ensuite à des cas concrets dans les épisodes qui suivront. EBIOS Risk Manager a été publiée en 2018. Elle est conforme à la norme ISO 27005. On peut la considérer comme une méthode distincte des précédentes versions d'EBIOS. La méthode EBIOS Risk Manager introduit plusieurs partis pris novateurs. Pour commencer, EBIOS Risk Manager traite les risques les plus courants par une approche basée sur la conformité. D'habitude, lorsqu'on fait une analyse de risque en cybersécurité, on s'efforce de faire une liste exhaustive de l'ensemble des risques. En procédant ainsi, on prend notamment en compte les risques les plus courants, communs à toutes les organisations, mais aussi les risques environnementaux, comme les inondations par exemple. Du coup, on gaspille pas mal d'énergie pour aboutir à des conclusions largement prédictibles. Est-il vraiment nécessaire de faire une étude de risque pour s'apercevoir qu'on devrait respecter la politique de sécurité, qu'il faudrait déployer les patchs logiciels, ou qu'on devrait éviter de mettre les serveurs dans le sous-sol si on est en zone inondable, par exemple? Dans EBIOS Risk Manager, on s'affranchit de ce genre d'analyse exhaustive qui font perdre du temps sur des choses évidentes, pour se concentrer uniquement sur les risques véritablement spécifiques à l'organisation. EBIOS Risk Manager prend davantage en compte les parties prenantes de l'écosystème. On va ainsi pouvoir considérer les nombreuses attaques qui ne passent pas directement par notre système d'information, mais par celui de nos partenaires. Enfin, EBIOS Risk Manager est organisé sous forme modulaire. On peut donc piocher dans les différents ateliers définis par la méthode pour faire une étude sur mesure, adaptée à l'objet de l'étude. Mathieu Graal est un expert EBIOS Risk Manager, ayant travaillé pour l'ANSSI et pour la CNIL. Le principe fondamental d'EBIOS Risk Manager, il s'agit d'une véritable boîte à outils. On va pouvoir choisir les outils de la boîte et la manière de les utiliser selon plusieurs paramètres. J'irai même plus loin, c'est pas parce qu'on a des guides et des logiciels qu'il faut oublier son cerveau, ça va mieux en le disant. On va pouvoir s'adapter à l'objectif, on ne procédera pas de la même manière si on doit juste faire un plan d'action dans le cadre du développement d'un nouveau système, ou si on doit faire la politique de sécurité d'un organisme entier. La forme des mesures va notamment devoir être ajustée. On va pouvoir s'adapter à l'objectif de l'étude. L'étude d'un composant d'un système et celle d'un organisme dans son intégralité n'auront rien à voir, le niveau de détail devra être ajusté. On va pouvoir s'adapter au destinataire de l'étude. Si le commanditaire est technique, la réponse sera sans doute technique. Alors que si le commanditaire est la direction, la réponse devra être stratégique. La forme devra être adaptée. Et il faut qu'on retrouve les préoccupations principales du commanditaire. On va pouvoir s'adapter aux contraintes que l'on doit respecter. Je ne pense pas qu'on fasse la même étude en une demi-journée ou en 2 semaines de charge, voire plus pour les furieux de l'étude des risques. Le niveau de détail d'une étude et ses résultats dépendront des ressources accordées. Tout est modulable, tout. On va pouvoir ajuster, voire devoir ajuster, les termes pour désigner les concepts manipulés, les ateliers et actions à réaliser, les techniques utilisées dans chaque atelier et souvent les bases de connaissances utiles pour mener l'étude. N'oubliez jamais qu'EBIOS est une boîte à outils si vous voulez des résultats réellement utiles. L'atelier 1 s'intitule « Cadrage et socle de sécurité ». Les participants à cet atelier sont la direction, les métiers, le RSSI et le DSI. Dans un premier temps, on va définir le périmètre métier et technique, afin de bien délimiter le cadre de l'analyse de risque. C'est une étape cruciale pour la réussite de l'étude. Les questions à se poser sont les suivantes. À quoi sert l'objet de l'étude ? Quelles sont ses missions principales, ses finalités ? Quelles sont les valeurs métiers
permettant à l'objet étudié de réaliser ses missions. Les valeurs métiers, ce sont par exemple les processus, le savoir-faire et les informations. Quels sont les biens supports qui permettent de mener à bien ces processus ou de traiter ces informations? Les biens supports, ce sont par exemple les services numériques, le réseau informatique, les ressources humaines ou encore les locaux. Attention, il ne s'agit pas dans cette étape de lister l'intégralité des valeurs métiers et biens supports de l'organisation. On ne va considérer que les valeurs métiers les plus pertinentes et les plus sensibles. Même chose pour les biens supports. On ne va pas chercher à être exhaustif. Et puis on va bien identifier les périmètres opérés par des tiers. Dans un deuxième temps, on va identifier les événements redoutés. Pour faire simple, les événements redoutés, c'est le point de vue du défenseur. On va étudier ce qu'on veut protéger, une valeur métier, par exemple un processus ou une information. En quoi elle pourrait être atteinte, le critère de sécurité. Atteinte en disponibilité, en intégrité ou en confidentialité. Et ce qui pourrait arriver à l'organisme si c'était le cas. Les impacts potentiels sur l'activité, financiers, juridiques, etc. Un événement redouté est donc associé à une valeur métier et porte atteinte à l'un de ses besoins de sécurité. On définira aussi une échelle de gravité, afin de pouvoir associer un niveau de gravité à chacun des événements redoutés identifiés. Pour finir, on va déterminer le socle de sécurité. On va identifier l'ensemble des référentiels de sécurité, les listes de mesures, qui s'appliquent à l'objet de l'étude. Les bonnes pratiques, comme les guides de recommandation de l'ANSSI, la politique de sécurité interne, etc. Les normes, comme la série ISO 27000 par exemple. Les réglementations en vigueur. Et les mesures de sécurité déjà identifiées et mises en œuvre, après de précédentes analyses de risque par exemple. L'atelier 2 s'intitule « Sources de risque ». Les participants à cet atelier sont les métiers, le RSSI et la direction pour la validation des résultats de l'atelier. L'objectif de cet atelier est d'identifier les sources de risque et leurs objectifs visés, en lien avec l'objet de l'étude. Cette fois-ci, on se place donc du point de vue de l'attaquant. On va s'interroger sur ceux qui pourraient nous attaquer et leur motivation, mais aussi sur ceux qui viseraient une autre cible que nous-mêmes, mais qui nous toucheraient parce qu'on serait sur leur chemin. On va évaluer la pertinence des SROV identifiés en fonction des ressources et de la motivation des attaquants. Seuls les couples SROV très pertinents, ou plutôt pertinents, seront retenus pour la suite de l'étude. Ça nous permettra de prioriser nos efforts sur les attaques les plus réalistes, les plus vraisemblables. On sera ensuite en mesure de croiser les points de vue défenseurs et attaquants, en faisant le lien avec les événements redoutés identifiés dans l'atelier 1. On constituera pour finir les scénarios de risque. L'atelier 3 s'intitule « Scénario stratégique ». Les participants à cet atelier sont les métiers, les architectes fonctionnels, les juristes, le RSSI et les spécialistes cybersécurité. On va s'intéresser aux divers chemins que les attaquants vont chercher à employer pour atteindre leurs objectifs. Parfois, on va être attaqué directement, mais parfois, on va être attaqué via nos partenaires, sous-traitants, fournisseurs, clients, etc. Parfois sans même qu'ils le sachent. Il convient donc d'apporter une attention particulière à notre écosystème. Pour ce faire, on va s'interroger sur la dangerosité des parties prenantes, par exemple notre dépendance vis-à-vis de chacune d'elles, leurs accès à nos systèmes, leur maturité en matière de sécurité,
la confiance qu'on peut leur accorder dans l'absolu. Certaines parties prenantes sont directement reliées au système, d'autres le sont par rebond, via une partie prenante directement connectée. Pour chaque partie prenante, on va évaluer 4 critères qui nous permettront de déterminer le niveau de menace. La dépendance, le niveau de pénétration, la maturité et sécurité, et la confiance. Une fois qu'on a évalué le niveau de menace pour chaque partie prenante, on synthétise ces informations en les reportant sur une cartographie de menaces de l'écosystème. On va ensuite élaborer des scénarios stratégiques, en adoptant le point de vue de l'attaquant. On va donc se poser les questions suivantes. Quelles sont les valeurs métiers de l'organisation que je dois viser pour atteindre mon objectif ? Pour permettre ou faciliter mon attaque, serait-il intéressant de passer par une des parties prenantes de l'écosystème ? Dans ces scénarios stratégiques, on va donc décrire des chemins d'attaque avec des sources de risque et les objectifs visés correspondants, des parties prenantes, des valeurs métiers, des événements redoutés, et puis des événements intermédiaires lorsque l'attaque se fait en plusieurs étapes. L'atelier 4 s'intitule « Scénario opérationnel ». Les participants à cet atelier sont le RSSI, le DSI, les architectes SI et les spécialistes en cybersécurité. L'objectif de cet atelier est de construire les scénarios opérationnels schématisant les modes opératoires techniques qui seront mis en œuvre par les sources de risque. Ces scénarios seront structurés selon la séquence d'attaque suivante. Connaître, rentrer, trouver, exploiter. On définira une échelle de vraisemblance qui nous permettra d'évaluer chaque scénario opérationnel. L'atelier 5 s'intitule « Traitement du risque ». Les participants à cet atelier sont la direction, les métiers, le RSSI et le DSI. L'objectif de cet atelier est de définir une stratégie de traitement du risque et identifier les risques résiduels. On va représenter les risques en fonction de leur gravité et de leur vraisemblance, et de manière à ce qu'ils puissent être comparés les uns par rapport aux autres, d'une manière compréhensible par tous les participants. On va, pour ces différents risques, décider d'une stratégie de traitement du risque. Réduction, maintien, refus ou partage. Ensuite, on va définir les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans un plan d'amélioration continue de la sécurité. On va évaluer la cartographie du risque résiduel après application du plan d'amélioration continue de la sécurité. Au terme de l'analyse, les risques résiduels sont acceptés formellement par la direction. On va pour finir mettre en place un comité de pilotage pour assurer le suivi des risques. Ce comité suivra l'avancement du plan d'amélioration continue de la sécurité, les indicateurs de maintien en conditions de sécurité et les mises à jour de l'étude des risques. Pour récapituler, la méthode EBIOS Risk Manager se décline en une succession de 5 ateliers. Dans ces ateliers, on sépare la réflexion préalable sur ce qu'on s'est engagé à respecter et qui permet de traiter la plupart des risques standards, par exemple notre politique de sécurité ou les guides de bonnes pratiques. Et la réflexion poussée sur les risques qui sortent du lot, les attaques ciblées spécifiques à notre organisation et son écosystème. Cette idée est traduite par une pyramide dans le guide de la méthode qui distingue le socle de sécurité, composé de principes de base et de réglementations qu'on s'est engagé à respecter et dont on va étudier la conformité. Ce point
et vu au cours de l'atelier 1. La gestion des risques ciblés ou sophistiqués, qu'on va étudier sous forme de scénario. C'est l'objet des ateliers 2, 3 et 4. Avec EBIOS Risk Manager, on va séparer les points de vue du défenseur dans l'atelier 2 et de l'attaquant dans l'atelier 3, pour naturellement en venir au risque, le croisement des deux points de vue. On va apporter une attention particulière à notre écosystème. On va creuser les scénarios les plus vraisemblables par raffinement successif. On va faire un zoom sur les différents chemins que les attaquants pourraient emprunter à travers notre écosystème. Ce sont les scénarios stratégiques. Ensuite, on va encore zoomer pour identifier les différents moyens pratiques dont les attaquants disposeraient pour mener leurs attaques. Ce sont les scénarios opérationnels. C'est là qu'on sera le plus à même d'évaluer la vraisemblance de chacun des risques. On va pouvoir définir des mesures de sécurité tout au long de l'étude. Dès l'atelier 1, on va pouvoir déterminer des mesures pour peaufiner la conformité au socle de sécurité qu'on s'est engagé à respecter. Et peut-être des mesures structurelles au regard des événements redoutés. L'atelier 2 va nous amener à envisager des mesures pour agir sur les sources de risque, comme par exemple faire de la dissuasion, de la désinformation, adapter l'activité ou sa communication, etc. On va notamment tenter de dissuader les sources de risque externes et de démotiver les sources de risque internes. Dans l'atelier 3, on va réfléchir à des mesures pour agir sur les parties prenantes et l'écosystème, comme par exemple changer de partenaire, les former, durcir les contrats, faire du cloisonnement, chiffrer, etc. Dans l'atelier 4, on va agir sur les biens supports, comme le réseau, matériel, logiciel, etc., en profondeur. On va chercher à réduire les vulnérabilités de nos systèmes. Et dans l'atelier 5, nous n'aurons plus qu'à vérifier la cohérence de l'ensemble, nourri par chaque atelier successif. On va vérifier que les risques sont suffisamment couverts, et puis on va s'assurer de la faisabilité de la mise en œuvre, sous la forme d'un plan d'action réaliste. À partir du prochain épisode, on va appliquer cette méthode à des cas d'exemple concrets.